Voilà, mon nom de famille, il est clairement argentin, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai une petite société qui s'appelle Acosma Software. Et voilà, vous pouvez me trouver sur tous ces endroits très sympathiques. Vous avez maintenant 5 minutes pour me suivre sur Facebook, Twitter. C'est bon? Bon, merci. Hein. Alors, j'habite pas trop loin de cet arbre. En fait, j'aime beaucoup l'iPhone et j'aime beaucoup aussi bien les chips, il faut le dire. Je vais dans des conférences de temps en temps. J'ai cette tête-là lorsque on me chope en photo. Mais pour y aller, il faut voyager beaucoup. Puis c'est un peu le bordel parfois parce que tu te retrouves avec des panneaux comme ça. J'aime beaucoup ceci. Et ça, c'est mon cousin qui a gagné un Emmy. Alors, on va parler de SenchaTouch aujourd'hui. SenchaTouch est un framework dont sûrement vous avez entendu parler, qui fait énormément de bruit dernièrement. Alors, grosso modo, les mots qu'il faut que vous gardiez en tête lorsque on parle de SenchaTouch, le truc le plus important à savoir, c'est que c'est seulement compatible avec WebKit. Alors, à niveau développeur, avec ça, ça vous donne déjà la sauce à laquelle vous allez être mangé avec SenchaTouch. Donc, SenchaTouch, ça ne marche qu'au moment précis sur des browsers basés sur WebKit. Ils sont en train de travailler sur la compatibilité avec Windows Mobile, avec Mango 7.5, IE9 et tout ça, mais ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, ça ne marche que sur iOS, à partir de la version des Safari, des iOS, iPhone OS 2.0, ça marche déjà très bien. Et pourquoi c'est le cas? C'est parce que SenchaTouch, en fait, les gars de cette société Sencha, ils ont fait le pari de se dire que le moteur WebKit va être de plus en plus utilisé autour du monde du mobile. Et c'est le cas. En fait, WebKit, c'est un peu le nouveau Internet Explorer, si vous voulez. WebKit, c'est le moteur qui est utilisé par Bada, par Migo de Nokia. Bon, Migo va disparaître de toute façon. Par Android, évidemment, par Chrome. Par Apple, bien évidemment, parce que c'est Apple finalement qui avait démarré le projet à l'époque en faisant un fork de KHTML, si je ne me trompe pas, voilà, exactement. Donc, ça c'est la théorie, ok? Et puis en fait, vous n'êtes pas venu pour entendre la théorie, parce que tout ça, vous pouvez le lire dans le site web de Sencha. Donc en fait, on va voir du code. C'est ça qu'on va voir. Donc en fait, je vais juste changer d'écran. Non, mais c'est sérieux, mon cousin, il a gagné un Emmy. Le gars, il est caméraman. Et puis en fait, j'ai tenu un Emmy dans les mains, quoi. C'est une connerie de dire comme ça, mais je suis super fier, quoi. Le mec s'appelle John Kosmachevsky. On est partout dans la planète, tu vois. C'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est un petit éditeur que j'ai créé en utilisant la version desktop de SenchaTouch. Donc SenchaTouch est un framework pour créer des interfaces graphiques en utilisant JavaScript, CSS et HTML. Qui est dérivé d'un framework que j'ai utilisé pour créer cette application qui s'appelle EXT, EXT qui était à l'origine des extensions pour le Yahoo User Interface Toolkit. Ça c'est en 2006. Il y a un gars qui s'appelait Jack Slocum qui a commencé à développer des extensions pour le Yahoo User Interface. En fait, le gars il est allé tellement loin qu'il a carrément créé un framework à lui tout seul. Puis finalement, il s'est détaché complètement de Yahoo UI et il a créé EXT. Et EXT est très populaire à niveau entreprise. EXT n'est pas compatible seulement avec WebKit, comme c'est le cas de SenchaTouch. EXT est compatible avec Opera, avec Firefox, avec Internet Explorer depuis je ne sais pas quelle version, donc c'est un framework bien plus évolué à ce niveau-là. SenchaTouch, c'est la version touchscreen de EXT. Et une fois que vous avez appris à écrire des applications SenchaTouch, vous savez écrire des applications EXT. Et pour prouver cela, j'ai écrit moi-même cette petite application en EXT que je vais publier éventuellement à un certain moment, qui me permet de faire la chose suivante. C'est pour ceux qui auraient là leur laptop et qui voudraient suivre en temps réel ce que je suis en train de faire, vous pouvez vous connecter sur le réseau. Alors le réseau Wi-Fi en question, c'est UniGE, tout simplement, pas Mac, parce que ça c'est le réseau pour les PC. Et en fait, vous pouvez vous connecter sur cette IP en interne ici chez nous, et vous pourriez suivre avec de préférence un navigateur compatible WebKit, ça peut être Chrome, ça peut être Safari. On a fait l'essai et cet après-midi ça marchait sur Firefox, donc certains exemples pourraient marcher sur Firefox, mais ce n'est pas prévu. Et SenchaTouch a priori ne marche pas sur Firefox. Okay, donc c'est juste ça. Donc pour ceux qui ne voudraient pas regarder en haut parce qu'ils ont torticolis ou quoi que ce soit, puis ils veulent suivre comme ça, voilà, c'est votre choix, vous pouvez suivre par là. Puis en fait, à tout moment, si vous voulez, vous pouvez aussi faire download du projet, puis ça va automatiquement vous downloader un petit zip avec le code que je suis en train d'écrire au moment même. Donc, voyons donc un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on a ici un fichier HTML relativement simple, c'est un fichier HTML de base. SenchaTouch est un framework qui est entièrement basé sur JavaScript. Et salut, t'as loupé le démarrage, c'était la meilleure partie. On va finir d'ici 2 minutes. Hein. Donc, en fait,
SenchaTouch est complètement basé sur JavaScript et CSS. Donc, on a besoin d'un fichier HTML qui va être, lui, le support dans lequel le framework Sencha va écrire et créer les éléments à l'intérieur du DOM de notre page. Mais en fait, tout se passe en JavaScript. C'est un framework 100% JavaScript. Ça, c'est tout l'HTML que vous allez voir ce soir. Enfin, peut-être si vous êtes en train de faire un projet de votre côté, puis vous voulez voir plus HTML, vous pouvez toujours le faire. Mais de mon côté, c'est tout l'HTML que vous allez voir, c'est ceci. Pour utiliser Sencha, grosso modo, deux fichiers incorporés, le fichier CSS et le fichier JavaScript. Point à la ligne, c'est tout. Il y a plusieurs versions des mêmes fichiers CSS et JavaScript. Évidemment, il y a les minifiés pour la production, les non minifiés pour le développement. Tout cela est fourni dans un paquet, dans un fichier zip qui fait à peu près 75-80 mégabytes, dans lequel aussi vous avez toute la documentation qui vient à l'intérieur. On va voir la documentation un peu plus tard aujourd'hui aussi. Mais évidemment, tout ce qui va se passer dans notre application va se passer à l'intérieur de ce petit fichier que j'ai appelé sencha-geneva.js. Et sencha-geneva.js, il est là, il est vide. Et puis pour que nous voyions à quoi ça ressemble notre application, en fait, on va tout simplement garder en tête ce petit émulateur. Moi, j'ai mis un iPhone parce que j'aime bien l'iPhone, mais en fait, ce que vous faites ici pourrait marcher très bien aussi sur Android, comme sur BlackBerry 6, qui sont les plateformes supportées par SenchaTouch. Donc, rappelez-vous, c'est Android depuis la version 1. Quelque chose, 1.5 je crois. Ensuite, iOS depuis la version, iPhone OS depuis la version 2, iOS évidemment depuis la version 4, et BlackBerry 6 avec navigateur WebKit. Il y a des versions de BlackBerry 6 qui viennent apparemment avec un browser qui n'est pas basé sur WebKit, donc ça dépend si c'est le Torch ou je ne sais pas quel device. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, comment écrit-on une application SenchaTouch? Évidemment, comme c'est basé sur le framework Ext, vous allez voir le mot Ext un peu partout. Un peu partout, vous allez voir le mot Ext qui va apparaître. Pourquoi? Parce que c'est le namespace de base de tous les éléments, de toutes les fonctions du framework SenchaTouch sont contenues dans le namespace EXT. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le point d'entrée de toute application, c'est la définition de l'application. Et SenchaTouch, tout comme Ext, utilise une façon d'écrire très opinionnée, très particulière de JavaScript. Donc c'est toujours du JavaScript, mais c'est un JavaScript descriptif. Vous allez décrire l'interface graphique de ce que vous voulez montrer à l'écran dans votre application. Donc tout d'abord, vous commencez par dire, OK, je vais définir mon application EXT, mon application SenchaTouch. Alors, vous commencez par faire un appel à la fonction global application. La fonction global application prend un petit dictionnaire de paramètres que vous voyez juste là. Donc, je vais juste augmenter un petit peu la taille du texte. Plom. Voilà, ça se voit mieux comme ça? Cool. Donc, j'ai complètement oublié, par contre, Bertrand, de lancer l'enregistrement sur QuickTime. Donc, si tu me donnes 30 secondes, je vais lancer ça. Donc, je vais juste aller sur... pas lancer le mail. QuickTime, voilà. Alors, je vais faire un petit enregistrement d'écran. Screen recording. Et puis, je mets aussi le built-in microphone. Et j'ai fait un double-clic, évidemment. Parce que c'est comme ça, hein, quand tu oublies de faire un truc comme ça, puis il va être en train de finishing. Du coup, voilà, tu peux rien faire tant qu'il finit. Alors que je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit encore enregistrer. Ma foi, c'est comme ça. Si je le kill, est-ce qu'il va se plaindre? Quit? Non, il s'en fout en fait. Il sait que je peux faire un kill, puis il dit « Ah, je t'ai niqué. » Mais qu'est-ce qu'il est en train d'enregistrer? Putain, une seconde, même pas 30 millisecondes de vidéo, ça fait un fichier de 250 gigabytes. Tu vois, c'est là, tu te dis « T'es sûr que tu veux que je fasse ça? T'es sûr que je... » Ça se voit pas si je mets le texte bien grand comme ça, regarde. C'est beau comme ça se voit? Tu penses pas? Non, ça se voit pas? Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà quoi. Tu veux mon PC? Bordel. Allez, force quit, ou un truc comme ça. Force quit. Voilà, QuickTime. Ciao. Tu t'en vas. Merci. J'aime pas faire ça, mais c'est moi le maître. File, new screen recording. Et puis, built-in microphone. Microphone, là, il entend, c'est parfait. Donc là, je lance.
Click to record the full screen, drag to record part of the screen. Click to record the full screen. Click, voilà. Donc j'espère qu'il enregistre cet écran-là et pas l'autre. N'oublie pas de taper les mots. Hein? N'oublie pas de taper les mots. Là, j'enregistre. Merci beaucoup. Donc, tout commence avec un appel à la fonction application. Et vous voyez ici, je passe un petit dictionnaire, un petit objet littéral JavaScript qui va contenir la configuration de notre objet. Et en fait, ce pattern là en particulier, c'est le pattern que vous allez utiliser tout le temps en SenseAttach pour décrire votre application. Donc évidemment, c'est une application en SenseAttach. Donc là, je suis en train de tricher. C'est pour ça que je vais diriger ma vue de temps en temps sur mon iPad parce que je ne peux pas me rappeler de tout et j'essaye de faire quelque chose de meaningful pour vous tous. Donc tout d'abord, on va donner un nom à cette application. Donc on va l'appeler Geneva Demo, tout simplement comme ça. Et ensuite, on va donner un autre membre à notre dictionnaire de configuration de l'application qui est super important, c'est une fonction qui va être exécutée au démarrage de l'application. C'est carrément le point d'entrée de votre code. Et le point d'entrée de votre code, c'est toujours en SenseAttach une fonction qui s'appelle launch. Et ici, à l'intérieur de cette fonction launch, vous allez commencer à décrire l'interface graphique ou à exécuter quelque chose. Donc, par exemple, vous pourriez montrer un message de dialogue. Et voilà, un petit message de dialogue qui dit boom, qui apparaît directement à l'écran. Donc, ext.msj.alert, c'est une boîte de dialogue faite avec le look and feel à l'intérieur du framework Sencha. Évidemment, vous pouvez utiliser le bon vieux alert ou console log ou n'importe quelle autre fonction JavaScript que vous vouliez. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment définit-on l'interface graphique de votre interface, de votre application SenseAttach? On commence par peupler un objet qui s'appelle le viewport. Et à l'intérieur de ce viewport, on va ajouter, comme le nom l'indique, comme le nom de cette méthode l'indique, on va ajouter des définitions de vue. Et l'objet de base en SenseAttach pour montrer quelque chose à l'écran, ça s'appelle un panel. Et par défaut, lorsque vous ajoutez un composant à l'intérieur d'un autre, ce que vous ajoutez, c'est une instance d'une classe qui s'appelle ext.panel. Ça, c'est la classe de base en SenseAttach. Tout ce que vous voyez à l'écran est une sous-classe de ext.panel. C'est très similaire à une UI view dans UIKit, une view dans Android. C'est toujours le même principe. Il y a une classe de base qui contient énormément de fonctionnalités. Mais au lieu de créer une nouvelle instance, ce qu'on va faire, c'est la définir tout simplement en mettant un petit peu les propriétés que de ce panel. Et puis, on va commencer par quelque chose de très simple. On va ajouter un panel qui contient un tout petit peu d'HTML à l'intérieur. Du coup, il se trouve que la classe panel a une propriété HTML dans laquelle qui est de type string. Et à l'intérieur, on va ajouter évidemment le fameux Hello World. Mais cette fois-ci, on va faire Hello Geneva. Et voilà. Boom. On a un panel à ce moment-là, qui est complètement blanc, qui prend la totalité de l'écran et qui contient juste le mot Hello Geneva. Bon, vu comme ça, c'est pas très intéressant, hein, mais restez avec moi, on va voir, on peut aller beaucoup plus loin. Évidemment, avec cette syntaxe de curly bracket et de dictionnaire dans lequel on définit, on est a priori très limité de dire, mais voilà, comment je peux faire pour définir autre chose que des panels avec ta syntaxe, avec des accolades comme ça. Si je veux définir un bouton, qu'est-ce que je fais si je veux définir un autre type de composant sur l'écran? Pour cela, il y a une propriété qu'on peut ajouter à la configuration de notre composant qui s'appelle xtype. Et xtype, dans ce cas précis, la valeur par défaut, c'est toujours panel. Mais dans ce cas précis, je vais créer quelque chose d'autre. On va créer par exemple un button. Et maintenant, j'ai un bouton qui prend toute la taille de l'écran sur lequel je peux toucher ici, je peux cliquer. Là, avec ce dictionnaire, en fait, SenseAttach, une fois qu'il lit ce dictionnaire, il va faire
une nouvelle instance de la classe button. Mais alors, vous allez me dire, alors, je dois connaître non seulement les noms des classes dans SenseAttach, je dois connaître tous les Xtypes. Alors, je vais juste passer très rapidement. Je vais juste revenir sur mes slides très rapidement. Et puis on va parler un petit peu des Xtypes. Donc ça c'est un concept de base qui est super important, qu'il faut connaître dans SenseAttach. C'est cette correspondance entre le paramètre Xtype que vous mettez dans votre dictionnaire et la classe qui se trouve de l'autre côté. Alors j'ai juste mis quelques exemples de base, très simples, pour que vous voyez un petit peu cette correspondance-là. En fait, il y a une documentation qui est disponible directement sur le site de Sencha qui est downloadé lorsque vous prenez tout le package de Sencha, vous avez tout qui vient avec. Mais j'ai ici un petit livret que je donne à mes étudiants lorsque j'enseigne SenseAttach, dans lequel en fait vous avez la correspondance entre pas mal de ces composants-là. Donc, par exemple, si vous voulez créer un text field, bah, vous mettez simplement les petites accolades avec Xtype text field et vous aurez un petit champ de texte qui va apparaître à l'écran directement pour vous, et ainsi de suite. Donc, de nouveau, le point important à se rappeler ici, c'est que SenseAttach utilise cette syntaxe descriptive qui vous permet en fait de créer des objets et de les imbriquer les uns dans les autres. Et pour faire cela, je vais vous montrer une interface un peu plus complexe. Vous allez voir comment on peut créer une interface complexe en créant comme ça des dictionnaires en les imbriquant les uns aux autres. Et on va aller un petit peu plus loin que d'habitude avec cela. Alors, je vais juste revenir sur mon écran de mon Mac. Et puis en fait, ici, on a ce bouton ici, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est, je vais enlever ce paramètre HTML et je vais créer une interface un peu plus complexe, un tab panel. Alors un tab panel, comme vous pouvez vous imaginer, en fait, ça vous offre une interface qui est très commune tant en Android qu'en iOS. C'est la barre dans laquelle vous pouvez sauter de façon aléatoire entre différentes vues de votre application. Okay? Donc par défaut, la barre de navigation, elle se trouve tout en haut, mais évidemment, il y a des paramètres qui nous permettent de l'envoyer vers le bas. Donc tout d'abord, je vais lui dire que je la veux en plein écran. Et je vais dire aussi que tab bar position, je la veux tout en bas. Et maintenant, j'ai ma barre qui apparaît tout en bas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une des choses qu'on peut faire lorsqu'on décrit une interface, c'est décrire l'arbre des widgets que vous mettez à l'écran. C'est-à-dire qu'un composant va contenir d'autres composants et ces composants-là ensuite vont contenir encore d'autres composants. Donc en fait, vous êtes en train de décrire un arbre d'objets qui vont se contenir les uns aux autres et qui conforment finalement l'interface graphique visuelle de votre application, n'est-ce pas? C'est ça le principe par lequel vous construisez vos applications. Par exemple, sur Interface Builder pour iOS, en fait, vous faites drag and drop sur les différents éléments, vous mettez une view, à l'intérieur de la view, vous mettez une autre view dans laquelle vous allez mettre des champs de texte et autres. Et c'est comme ça que vous imbriquez et vous créez votre arbre. Ben ici, on va faire littéralement un arbre d'objets. Alors, quelle est la propriété par laquelle on peut ajouter des vues à l'intérieur d'une vue? Ben, et ça, c'est toujours la même propriété. C'est la propriété items qui, elle, est de type array. Donc en fait, vous mettez un array de vues à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur d'un tab panel, vous pouvez avoir, et dans ce cas précis, on va avoir 3 vues différentes. Et on va commencer par des choses très simples. Tout d'abord, on va mettre un titre à chacune de ces vues, juste pour les distinguer. La première, je vais l'appeler Home. La deuxième, je vais l'appeler Blog. Puis je ne sais pas pourquoi je ne vois rien du tout là. C'est encore en bêta ce système. Hein? C'est marqué 1.0, oui, mais ça c'est en interne chez moi, on appelle ça 1.0.
Alors je relance ici, je rouvre mon fichier Sencha Geneva. Est-ce que j'ai fait une faute? Ah, peut-être que j'ai fait une faute ici. Ouais, peut-être qu'il nique tout, ouais. Puis le troisième, on va l'appeler contact. Ah, voilà, c'était ça, exactement. Donc ici, j'ai maintenant un tab panel avec 3 composants, 3 vues à l'intérieur. Donc vous imaginez bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous ne mettez pas de Xtype, en fait, l'objet que vous créez est un objet de type ext.panel. C'est juste un écran blanc qui va s'insérer et on va customiser ces composants les uns derrière les autres. Donc tout d'abord, on va faire notre premier composant. Tout d'abord, ça va être une home page qui va être très simple. Il y aura une petite icône qui va être home, tout simplement. Le deuxième, on va lui donner aussi une icône qui va être user. En fait, celui-là, c'est contact. Puis ici, on va ajouter une troisième icône star. Donc, si vous regardez de près, ça ressemble étrangement aux composants proposés par iOS. La raison est très claire, c'est que Sencha, ouvertement, elle l'admet, la société, elle s'est inspirée directement de iOS pour la création de tous les widgets que vous allez voir sur l'interface graphique de ce framework. Okay? Donc, regardons un petit peu Home, on va customiser un petit peu ici. On va mettre par exemple scrollable égale à true. Et on va mettre un petit peu d'HTML. Et maintenant, si je change d'un écran à un autre, vous voyez que les contenus du premier écran disparaissent tel qu'on l'attend. Voilà, pour le moment, quelque chose de très très simple. On va faire quelque chose un peu plus complexe pour le deuxième composant, la deuxième partie de cette application. Donc en fait, je vais prendre... Oui, merci de ne pas t'endormir. Hein. Je vais prendre... Non, mais s'il te plaît, on est en train de filmer. Voilà. Alors, je mets le premier écran, je le mets tout d'abord, comme ça, lors du refresh, il va apparaître en premier. Et ici, je vais créer un objet. Ouais, là, il te prend en photo, tu vois, à cause de... Et ici, je vais créer un form panel. C'est-à-dire que je vais regarder un petit peu ce que Sencha offre en termes de capacité de création de formulaires. C'est quelque chose qu'on doit faire dans toutes les applications. Sencha Touch est un framework qui est très orienté application entreprise. C'est-à-dire qu'il contient tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez créer en quelques lignes de code des applications qui permettent de prendre des données par exemple de vos employés et de les envoyer via des web services à des bases de données qui peuvent se trouver dans votre entreprise ou ailleurs. Donc finalement, la partie formulaire est très importante et c'est clair que, comme d'habitude, à l'intérieur d'un form panel, vous mettez des items. Et par définition, et ça c'était expliqué dans la documentation de Sencha, les items à l'intérieur d'un form panel, et ici je vais en mettre juste un, c'est des field sets. Du coup, je vais juste marquer ceci pour référence, field set. Et dans un field set, comme vous pouvez vous imaginer, il y a encore des items. Et les items en question, c'est des éléments de formulaire. Alors, par exemple, je vais mettre le premier item de mon field set va être un Xtype
de type text field. Et là, vous voyez apparaître ici directement le text field qui apparaît. On va le configurer un petit peu. On va lui mettre un label. Name. Et on va mettre un paramètre name. Ce label, je vais le mettre en majuscule, juste pour une question de visuel. J'ai dit majuscule. Non, veut pas. Ok, bon, bah laisse-le comme ça. Ensuite, on va ajouter un deuxième élément. J'ai un peu marre de cet éditeur, je dois dire. Il n'est pas top à ce niveau-là. Ah, chez vous, ça marche? Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, mon ordinateur passe son temps à broadcaster tout. Allez, on va essayer. On va mettre xtype text area. Field. Message. Le nom, on va l'appeler message. Et text field, name. Ouais. Et ici, je vais ajouter encore un xtype, un objet de type email field, avec un label email et un name email. Alors, si je refresh ici, voilà, exactement ce que je voulais. Et ce qu'il y a de très important, c'est qu'en faisant clic sur le label, sur le text field email, vous voyez, c'est le clavier qui contient en fait les symboles spéciaux pour taper une adresse email. Donc c'est tout à fait convenable à ce niveau-là. Vous voyez ici, le clavier il est légèrement différent à chaque fois. Évidemment, c'est un formulaire qui est un peu fade comme ça. Il ne dit pas grand-chose à l'utilisateur de qu'est-ce qu'il peut faire avec ce formulaire. On va ajouter un petit peu d'informations. Donc tout d'abord, on va mettre un titre à ce field set. Alors un titre, on va l'appeler Contact Us, par exemple. Voilà, j'ai un petit titre qui apparaît comme ça ici, Contact Us. Et puis, on va encore ajouter un petit peu d'informations. Pardon, pas ici. Oui, ici, qu'est-ce que je dis? Quelques instructions. Please fill all the fields. Voilà. Donc si je reviens ici. Et là, vous voyez, please fill all the fields qui apparaît en bas. Donc finalement, chacun des éléments que vous passez comme ça en paramètres vont vous aider à construire cet objet formulaire. Vous pouvez avoir plusieurs field sets. Donc le même formulaire, en fait, peut avoir plusieurs sections comme ça, différentes, qui vont les unes sur les autres. C'est relativement facile à décrire. Oui. Il y a de la validation dans l'email. Oui. Alors. Il y a quoi, un layer qui apparaît par défaut? Alors. Je ne l'ai pas prévu et je ne sais pas par cœur la syntaxe, mais je sais que c'est possible. Ah, tu dis comme ça tout simplement? Ouais, parce que ça dit par défaut, Enter sans le. Par défaut, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Il y a juste ce que tu fais lorsque tu spécifies email field, en fait, c'est juste le fait d'avoir le clavier qui correspond dans iOS. Donc, il va ajouter les paramètres nécessaires pour que le clavier soit adapté à la tâche, si tu veux. Okay? Donc, on va ajouter encore un champ xtype de type
date field, pas date field, date time field, non plus. Ok. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. On continue. Voilà. C'est aussi les joies du live. Donc, je vais maintenant prendre mon dernier composant qui est juste ici en bas. Puis on va faire quelque chose un peu plus complexe. Et j'espère que ça va marcher parce que normalement, j'ai besoin de connexion Internet pour ceci. Mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance, ça marche. Donc, je vais ajouter un composant dans mon tab panel qui apparaît juste ici. Voilà. Donc, comme ça, j'ai tout à coup rien du tout. C'est juste. Merci beaucoup. Title. Blog. Bloom. Et j'avais ici le icon CLS de type star. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, on va créer une interface qui va aller piocher des informations d'un flux RSS live sur Internet et qui va les montrer sur une petite liste sur notre interface. Alors pour cela, je vais juste vous expliquer un petit peu l'architecture des applications MVC chez SenseAttach. Donc il se trouve que SenseAttach a SenseAttach permet la création d'applications MVC relativement complexes avec une certaine aisance. Okay? Et pour cela, il offre par défaut tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez modeler les objets de business de votre domaine applicatif, de pouvoir les dessiner à l'écran et de vous connecter à la source de données et de synchroniser cette source de données avec vos éléments visuels. Okay? Alors, évidemment, SenseAttach vous offre pour commencer des classes ext.model.model qui vous permettent de modéliser des objets de domaine, c'est-à-dire par exemple vos clients, vos contrats, les types de données que vous allez gérer dans votre application. Ensuite, évidemment, vous avez déjà vu, il y a les éléments de base pour dessiner une application graphique. Donc vous avez un niveau formulaire, un niveau panel, un niveau label, tout ce que vous avez besoin pour dessiner ce que vous voulez sur votre application. Et il y a aussi des classes contrôleurs, ext.controller, qui vous permettent de centraliser le code de votre application pour pouvoir gérer les interactions entre les différents éléments. Donc ça, c'est un sujet à part. C'est quelque chose que généralement je prends une journée pour faire parce que voilà, c'est relativement complexe, mais c'est super intéressant. Par contre, vous imaginez bien qu'il y a un morceau qui manque ici dans ce diagramme, c'est ce qu'on appelle les stores. Les stores, c'est un composant de base dans SenseAttach et aussi dans EXT en fait. C'est la même architecture dans EXT. Un store, comme le nom l'indique, est associé à un modèle et il vous permet de garder soit de l'autre côté du réseau, soit sur un service web, soit en local sur le local storage de votre browser HTML5, de garder un ensemble de données, un array de données quelconque qui appartient évidemment, c'est des instances du modèle en question. Okay? Alors, un store utilise toujours un proxy. Ce proxy, lui, va gérer la connexion à votre source de données, où qu'elle soit. Ça peut être via old Internet, ou ça peut être aussi le local storage en HTML5. Donc ça c'est sympathique, vous pouvez créer des applications qui gardent elles-mêmes les données directement sur le local storage de votre browser. Et puis ensuite, un proxy utilise un reader étant un objet qui est capable de lire un certain type, un certain format de données. Ça peut être du JSON, du XML, il y a des readers qui sont fournis par défaut, qui vous permettent comme ça d'interpréter les données. Vous donnez quelques métadonnées à votre reader et le reader va lui vous fournir des instances du modèle en question associé à votre store et le store lui va juste fournir cela à votre interface graphique. Alors pourquoi le store est en contact avec la view? C'est parce que dans SenseAttach ils ont utilisé une architecture qui est très similaire
au data binding de .NET. Alors, pour ceux qui sont familiers avec .NET, vous savez que vous avez en .NET, vous avez grosso modo un dataset avec des data tables à l'intérieur. Vous donnez ce dataset à votre table et automatiquement la table, par pure magie, va montrer toutes les informations que contenait votre dataset, n'est-ce pas? En fait, l'architecture de SenseAttach est exactement la même. Quand vous avez une data view, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, quand vous avez une data view sur votre écran de votre application SenseAttach, vous lui dites, ça c'est ton store. Et automatiquement, la view va se synchroniser avec le store, va montrer autant de lignes, si c'est une table, que d'éléments dans le store. Et si vous éditez quelque chose dans la view, l'élément correspondant va être édité automatiquement pour vous dans le store aussi. Donc, il y a une correspondance et une synchronisation automatique qui se fait à niveau du store et de la view. C'est pour ça que ce diagramme est super important dans le sens où il faut comprendre que le store, il a une importance une importance très importante. Voilà, parce que c'est super important que vous sachiez que c'est une importance très importante. Voilà. Du coup, je reviens, parce que là, c'est end of show, donc c'est le dernier slide. Donc, ça ne sert à rien qu'on continue, parce qu'il n'y a plus de slides, en fait. Donc, en fait, je reviens, c'est tout. Hein, il n'y a plus de slides pour aujourd'hui. Donc parfois, c'est chiant, il y a plein de slides. Puis, voilà. Donc, du coup, on va, là, je reviens à mon truc. Donc, du coup, l'objet que je veux montrer ici, c'est d'un X-type nested list. Alors, une nested list, c'est quoi? C'est tout simplement une... Et là, j'ai loupé ma coche. Il manque dès qu'il manque une virgule en JavaScript, il n'y a plus rien qui marche, évidemment. Donc ça, il faut le savoir aussi. Lorsque vous êtes en train d'écrire comme ça manuellement votre dictionnaire, vous avez vu, il me manque une coche, il me manque une virgule, il me manque ceci, il me manque cela, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est assez déroutant. Je suis tout à fait sincère avec vous. SenseAttach n'est super simple à prendre en main. Je ne fais pas partie du team de SenseAttach. J'adore le framework et tout, mais je reconnais que ça m'a pris plusieurs trial and error. Et encore aujourd'hui, je lis des virgules à gauche et à droite et puis il n'y a rien qui se passe. C'est JavaScript en général, c'est un petit peu ça. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Donc en fait, travailler comme ça sur le simulateur, ce n'est pas non plus la meilleure des solutions. En fait, en règle générale, vous avez meilleur temps de lancer Safari. Et puis de faire la chose suivante, localhost 3000, qu'est-ce que je dis là? Project current. Là, c'est mieux. En fait, c'est pas default, c'est sencha GVA. Là, ça va marcher un petit peu plus. Donc, voilà. Ouais, j'ai un problème de cache, non? Allez, Safari, un petit cache. Allez, ciao. On reprend. Oh! Bref, on va revenir. Allez. Hein? Voilà. Vous n'avez rien vu, tout continue comme si rien n'était. Pas de papa, comme dans le cirque. Hop, on continue. Donc, du coup, on va créer une nested list. C'est grosso modo la nested list, c'est la classe de base dans SenseAttach qui vous permet de faire des list detail interfaces. C'est grosso modo, ça vous permet de montrer une liste de données et ensuite de sélectionner un champ de ces données et les montrer dans une classe, dans une vue particulière. Du coup, qu'est-ce qu'on va montrer? En fait, tout ce que la liste va montrer va être défini par son store. Du coup, on va définir le store à la volée directement à l'intérieur de notre objet. Et puis ensuite, on aura besoin d'une detail card. La detail card étant l'objet en question dans lequel on va montrer une des instances de notre source de données. Alors, comment on définit un store
dans Send Attach? Eh bien, tout d'abord, on va dire que c'est d'un certain type. Donc, il y a plusieurs types de stores. Il y a des stores dans lesquels vous pouvez définir des données en forme d'arborescence. Dans ce cas précis, on va définir une donnée arborescente. C'est un tree d'objets. Il y a d'autres types de stores que vous pouvez utiliser aussi. On va définir les champs. Donc, tout d'abord, les champs de notre objet vont être title, link, author, content snippet, content, et puis encore un champ qu'on va définir comme un dictionnaire, qui est name leaf, default value true. Donc, pour ceux qui ont de l'expérience avec des flux RSS, bah, vous allez reconnaître en fait c'est des champs typiques qui apparaissent dans des flux RSS parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va se connecter sur un flux RSS d'un blog sur FeedBurner et puis on va lire un flux Atom en format JSON et puis voici les champs typiques d'un flux Atom. Du coup, une fois qu'on a défini les champs, on va définir une petite propriété root qu'on va mettre leaf égale false. Ne me demandez pas ce que c'est, mais si je ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Et puis ensuite, on va définir le proxy. Rappelez-vous l'architecture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un store a un proxy et un proxy a un reader. Littéralement ici, on va définir notre store pour notre nested list avec son proxy à l'intérieur. Le proxy, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout d'abord, c'est de se connecter à une URL. Alors, le paramètre super important dont on a besoin ici, c'est exactement celui-là. Et pour cela, je ne veux pas me faire scier. On va aller sur ajaxgoogleapis.com, etc. Donc, voici l'URL en question. Et puis, c'est tout ce bazar-là. On va juste être sûr qu'on arrive à se connecter, ce qui n'est pas trop le cas, c'est dommage. Allez, on va faire un truc. On va faire il y a exactement un hotspot et puis voilà quoi. Alors ça c'est du live aussi. Hein. Voilà, c'est aussi des trucs qu'il faut faire. Parfois vous êtes dans le train, vous devez absolument tester votre code. Vous faites quoi? Un petit personal hotspot. Puis là je vais me déconnecter. Donc désolé pour ceux qui étaient connectés, hein, mais ça... on va passer à autre chose. Puis heureusement le signal 3G ça va encore. Non, pas une IG. Voilà, Adrien iPhone. Voilà. Allez, 47, 04. Et puis normalement, si je me connecte là, quelque chose devrait se passer. Hello? Pourquoi c'est toujours la loi de Murphy qui doit rentrer en jeu, quoi? Pourquoi? De quoi? Ah, et ça c'est une connexion en direct, ça marche? Ah bah écoute, on va essayer avec ça là. Hop là. Voyons. On va prendre l'adaptateur. Ne jamais oublier tous les adaptateurs fournis par Apple. Ça, j'ai pas trouvé plus court. Non, mais c'est pas grave. Il y a les deux avec. Tiens. Merci beaucoup. On va laisser les deux de l'autre côté. J'espère que ça marche. Allez. Turn Wi-Fi off. Sur le bon. J'espère. Allez, network. Ça, c'est aussi le live. Hein. C'est le plaisir de la connexion. Là, j'ai une IP, je suis connecté. Il me dit que je suis connecté. unig.ch. sc2a.unig.ch, ça n'existe plus, non? N'est-ce pas? C'est vieux, ça. Hein. Non, mais non, il y a des jours comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ajax, Google API, trac, trac, trac.
Allez, s'il te plaît. Et puis pourtant, il est connecté. Hein. Qui porte son Safari. Tu dis? Allez. Tout pourri, tout ça. Ouais, je pense. Allez, on va essayer avec un autre. Je vais essayer avec Chrome. Allez, tiens. On va jouer avec la concurrence. googleaps.com. Ça m'a pas l'air non plus. Dommage. T'as signé le numéro IP pourtant, non? Ben oui, j'ai un IP et tout. Mais j'espère qu'il ne check pas la MAC adresse ou un truc comme ça. Un proxy ou. Ouais, peut-être qu'il y a un proxy. Enfin, je sais pas. Allez, on essaye une dernière fois avec le. Non, web page not available. Ouais, sinon, je te rends mes crédentiels Wi-Fi. Le Wi-Fi, tu enlèves ça, je t'identifie moi. T'en fais pas. J'essaye de nouveau avec ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, en fait, il s'est connecté, il m'a downloadé mon écophone, tout. Je reçois les notifications. Là, tu dis hello, connexion. Pas connexion, pas content. Là, t'as rallumé ton Wi-Fi là? Ah ouais, je suis de nouveau là. Nikonao, non? Ouais, là, il est connecté. Ah, il est là. Ah ouais, là, il est connecté. Chez Swisscom. Non, je suis Orange. Ça fout tout la merde. Ça fout tout dans la merde. Non, mais cette année, j'arrête hein, parce que j'en ai marre de Orange. Bon, bah voilà quoi. Je suis un peu embêté. Ma foi, on va finir. Le Wi-Fi Niger, moi je t'identifie. Ok, on va essayer avec. C'est quoi ton. C'est iPhone 4S. Voilà. iPhone de Papas. Il y avait. Je sais pas qui c'est Papas, mais ils ont. Là, va beau. Et puis là, je cache. Parce que on veut pas. Et toc. Tout le monde qui était en train de taper. Allez, on va se connecter. Allez, une dernière. Tu peux le faire. Allez. C'est pas le bon surf, c'est T'es sur Swisscom, toi? Ah, mais là, t'as même pas le signal 3G. Hein, je veux dire, non, t'as même pas la 3G, donc ça va pas marcher de toute façon. Moi, je te le déconnecte de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. On va finir un petit peu ce code. De toute façon, je vais mettre ce code à disposition de toute façon pour que vous puissiez downloader, télécharger. Ce qu'on va faire, c'est finir l'exemple. À toi, quand il était ici, il n'y avait pas 3G. Là, je suis connecté, tu dis? Là, sur un iPhone 4S, il n'y a rien. Hein. Tout. Non, il n'y a rien. Désolé. Allez, on va mettre ça ici. Ça là. Ça ici. J'ai dit ça ici. C'est comme tu veux. Hein. Aïe, aïe, aïe. Quelle horreur. C'est comme tu veux. Hein. Il y a le paste qui marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. C'est excellent, quoi. J'adore cette histoire. Bon, je vais laisser le champ URL libre, puis c'est tout. Puis on va mettre un reader à l'intérieur, puis c'est tout. Puis le reader, évidemment, je ne peux même pas vous montrer la source de données. Mais croyez-moi, c'est du JSON. Donc en fait, vous mettez que vous voulez un reader de type JSON ici à l'intérieur. Et puis, on va dire que la root property de votre JSON, c'est-à-dire la propriété, le cheminement de votre JSON à partir duquel vous avez des données en forme de séquence, en forme d'array, c'est response data.feed.entries. OK? C'est comme ça. Et puis dans la detail card, que vous ne verrez jamais, parce que je suis vraiment désolé, en tout cas pas ce soir, on va mettre que ce sera un panel.
et puis qu'elle va être scrollable. On va dire qu'elle sera scrollable et que style HTML content égale à true as well. Et puis finalement, on va mettre quelques listeners. Donc ici, on est en train de faire une application qui est autocontenue, c'est-à-dire on a un seul fichier JavaScript qui contient toute l'application. Alors, les listeners, comme le nom l'indique, c'est là où vous allez ajouter un dictionnaire avec des clés-valeurs, les clés étant des événements, les valeurs étant des fonctions qui vont être exécutées lorsque l'événement est déclenché. Aussi simplement que cela. Donc en fait, dans ce cas précis, nous on est intéressé par le item tap event. Et l'item tap event, et ce sera une fonction. Elle reçoit un grand nombre de paramètres. Pour le moment, on a juste besoin de les nombrer tous. Ouais, il n'y a pas besoin. Donc le premier paramètre, c'est la liste en question qui envoie cet événement. Ensuite, c'est la liste, c'est le composant à l'intérieur de la nested list. Ensuite, il y a l'index, l'élément et le post en question que vous êtes en train de toucher. Donc en fait, dans votre événement, ce que vous avez besoin, c'est qu'au moment où on touche un élément de la liste, c'est que la detail card et le HTML en question qui vient à l'intérieur de l'objet post. Donc, on va juste demander le paramètre content qui est en fait ce paramètre qui se trouve ici dans votre définition des champs. Alors, les modèles en SenseAttach, lorsque vous avez une instance d'un certain modèle défini en SenseAttach, il y a une méthode get qui vous permet évidemment de retrouver la valeur d'un certain champ. Ça, c'est une erreur super commune en SenseAttach. Lorsque vous allez commencer à faire vos applications en SenseAttach, vous allez vouloir faire post.content. Ça ne va pas marcher. Alors, je ne sais pas pourquoi les gars de SenseAttach, sachant que JavaScript est un langage dynamique, on aurait pu ajouter des getters et des setters, get content et set content. Alors, au lieu de faire ça, ils ont fait carrément une méthode get et vous devez passer le nom du champ en paramètre. La même chose pour set. Lorsque vous faites un set, il faut passer deux paramètres. Le premier paramètre étant le nom du champ et la valeur ensuite. C'est des choix de design, vous pouvez les aimer ou pas. Moi, je trouve que ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Ma foi, c'est comme ça. Et puis, malheureusement, comme il n'y a pas l'URL, je ne peux pas vous montrer ça live, mais croyez-moi qu'ici, il y aurait une liste d'entrées du flux RSS en question auquel on ne peut pas accéder, malheureusement, mais ce n'est pas grave. Et lorsque vous touchez une entrée, vous avez la liste qui disparaît et le détail de l'entrée en particulier avec le contenu HTML qui vient s'injecter à l'intérieur de cette view dans votre application. Okay? Donc voici finalement l'architecture de base d'une application très simple. Donc ceci vous permet de créer des applications de façon visuelle en imbriquant des composants les uns derrière les autres. Bon, évidemment, vu comme ça c'est quand même assez verbose et c'est assez prône à des erreurs, n'est-ce pas? Donc, sachant cela, c'est la raison pour laquelle les gars de Sencha, en fait, ils ont inventé un truc qui s'appelle le designer, qui est grosso modo, non, je ne veux pas, surtout pas installer quoi que ce soit alors. Donc, je vais créer un nouveau projet de type SenchaAttach. Un Sencha Designer est à Sencha ce que Interface Builder est à iOS. C'est aussi simple que ça. C'est carrément un endroit où vous pouvez faire ce qu'on vient de faire. Donc, typiquement, on va, par exemple, on va ajouter un tab panel ici. Donc, voici mes 3 tabs. Ensuite, on va, à l'intérieur de chacun de ces tabs, je vais définir les titres. Par exemple, ici, on va mettre Home. Je vais aussi envoyer dans mon tab panel, je vais chercher ici ma propriété, tab bar position, qui n'est pas là. En fait, c'est là. Non plus. Active item, doc parent, doc bottom, je crois. Voilà. Tac. Et ensuite, vous pouvez modifier toutes les propriétés que vous voulez ici à l'intérieur. Donc, par exemple, celui-là, on va l'enlever. Le premier home, on va l'enlever, celui-là. Donc, clic droit et puis je l'efface. Et je vais mettre un form panel ici.
Et dans mon form panel, à l'intérieur de mon form panel, je vais mettre des field sets. Et là maintenant, j'ai mes deux text fields qui apparaissent. Donc ici, je vois rien du tout parce qu'en fait, c'est pas le bon document parent top. Ouais, je sais. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Allez, on recommence. Je vais commencer par un tab panel. Voilà, boum. On va ajouter un form panel à mon tab panel. Et ici, je vais ajouter un field set. Et j'ai maintenant mon field set que je peux configurer de façon visuelle en faisant tout mon travail directement sur un éditeur graphique, sans devoir écrire moi-même le code. Et le résultat final, quand je sauve ce projet, je vais le sauver directement dans mon desktop. Je vais créer un nouveau projet, un nouveau folder temporaire, et je vais le sauver comme démo Geneva. Et si je regarde dans mon desktop, j'ai une application qui est déjà regroupée et ordonnée en fonction de ce paradigme MVC. Okay? Vous allez avoir des fichiers JavaScript avec des sous-classes customisées qui contiennent tous les éléments que vous allez créer visuellement. Donc ici, typiquement, on a notre tab panel qui est ici, avec le field set à l'intérieur, avec les éléments qu'on a définis. Et tout ceci est fait pour vous de façon visuelle dans l'éditeur. Donc le Sencha Designer, en fait, je l'utilise en fait pour apprendre au Sencha. C'est une façon excellente dans le sens où une fois que vous comprenez de quelle façon les objets s'imbriquent, il génère pour vous une grande partie de code boilerplate que vous pouvez ensuite utiliser par la suite dans vos applications. Le Sencha Designer, c'est un produit commercial. Donc, Sencha Touch est disponible en double licence, GPL et commercial. Donc, vous pouvez demander à Sencha pour une licence commerciale qui vous permet en fait de l'utiliser dans des projets commerciaux. Et le Sencha Designer, lui, est un produit commercial. La licence, je crois qu'elle tourne autour de $200. Et en fait, vous pouvez créer à l'intérieur de votre Sencha Designer, vous pouvez créer directement les stores, les modèles, les classes qui définissent votre application, les contrôleurs, tout directement en faisant du drag and drop. Et puis ensuite, lancer cette application pour la tester. Donc voici une très rapide overview avec plein de trucs qui n'ont pas fonctionné et pour améniser le tout. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous a plu, si ça a été chiant, si vous voulez partir en courant. J'aurais une petite question. Oui. Sur le code source généré par le designer, est-ce que c'est assez propre pour être utilisé sur un vrai projet industriel Alors, franchement, oui. Pour mettre une application en ligne, il vaut mieux retoucher un peu le code généré? Non, en général, et je suis sincère avec toi, le code généré, il est super propre. Et là, par exemple, on voit qu'il y a des notions qui arrivent. Typiquement, on a juste pris un panneau de base, mais il y a déjà un define et un extend. On est déjà en train d'étendre un composant. Oui. Sencha. Oui, exactement. Il n'a jamais dit au designer qu'on voulait faire une extension. Non, mais il le fait automatiquement. Oui, il le fait automatiquement. Donc, en fait, il va générer les sous-classes et tout ça. Puis ensuite, ce que tu fais généralement avec tes applications Sencha, c'est le bundle que tu downloads de Sencha. Je vais juste vous le montrer parce que j'ai complètement oublié, j'ai zappé ce détail-là. En fait, lorsque vous downloadez Sencha, voici tout le folder avec lequel vous vous retrouvez. Donc, les fichiers en question, c'est les fichiers minifiés et non minifiés de Sencha qui sont disponibles, plus tous les exemples, plus toute la documentation. La documentation, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de montrer. Alors, on va juste l'ouvrir comme ça en local. Il n'y a rien qui ouvre, hein. C'est impressionnant, quoi. Je suis mais dégoûté, mais alors dégoûté. Allez, t'as pas de réseau, que dalle. Ouais, exactement, je sais pas ce que ça peut être. Allez, contacting server, c'est ça qui me dit là en bas. Quel serveur tu veux contacter? Serveur fichier. Hein? Serveur fichier. Ouais, exactement, quoi. Tu es là, tu te dis, mais... Allez,
Puis celle-ci, peut-être elle est dispo. Ah, voilà, merci. Bien. Donc, finalement. Donc, voici la documentation. La documentation, elle est vraiment bien foutue à niveau exemple et tout. Donc, il y a des live previews qui, dans un browser normal, devraient fonctionner. Donc, ici, il devrait y avoir une liste qui vous montre un petit peu comment fonctionnent ces différents composants. Chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre, la documentation, en fait, elle ouvre une nouvelle fenêtre avec ceci. Et la configuration de ces fenêtres, elle est persistée dans le local storage. En fait, vous fermez votre navigateur, vous le rouvrez, chose que je ne vais pas faire parce qu'évidemment, ça ne va pas marcher. Et puis, en fait, vous allez vous retrouver avec les mêmes fenêtres ouvertes en même temps. Donc, alors, pour répondre à ta question, tout ce paquet de Sencha, lorsque tu le télécharges, en fait, il vient avec des outils de ligne de commande qui sont justement ici, qui te permettent en fait de créer une application qui ne contient que les classes de Sencha dont tu as strictement besoin. C'est-à-dire que chaque fois que tu définis une classe en Sencha, tu peux définir quelles sont ses dépendances, grosso modo. Puis en fait, cet outil de ligne de commande va justement utiliser cette information pour piocher dans le framework juste ce que tu as besoin, minifier le tout et te créer un app.js qui est minifié, qui contient et le framework et ton application. C'est le framework restreint, exactement. Pendant que tu développes, en fait, tu travailles avec le framework complet. Mais en fait, quand tu fais un packaging, il te fait en fait cette opération-là. Tu peux aller encore plus loin. Et tu peux créer en fait des applications qui sont prêtes pour l'App Store. C'est-à-dire que Sencha vient avec un système qui est grosso modo du PhoneGap. Donc en fait, avec ce PhoneGap qui est propre à Sencha, il te génère une application qui est prête à l'upload sur l'App Store. C'est-à-dire que tu mets un petit fichier JSON dans lequel tu mets le path à tes clés de sécurité, tu mets ton identité de développeur qui va être pioché de la keychain, etc. Et il te génère un binaire prêt à l'emploi et prêt à être envoyé sur l'App Store. Et il fait la même chose pour Android. Disponible que sur Mac pour compiler sur l'Apple Store? Non. Même si tu depuis un Windows? Non. Yep. Il y a le point bat là. Exactement. Donc en fait, les gars, ils ont mis leur propre PhoneGap à eux. Mais c'est la même idée. Ils ne le disent pas, mais c'est la même idée. Pourquoi ils ont fait ça? Pour autant que j'ai pu demander aux gars de Sencha, c'est parce que le fait que PhoneGap a été avalé par Adobe leur a mis un peu les jetons en termes de qu'est-ce qui va se passer avec PhoneGap. Du coup, ils se sont dit, tiens, puis finalement, c'est juste une web view avec un index HTML à l'intérieur, parce que c'est ça PhoneGap. La partie wrapper, c'est ça. Ensuite, il y a le bridge. Et PhoneGap vient avec SenchaTouch vient avec son propre bridge. C'est-à-dire que SenchaTouch a une classe ext.geolocalisation. Il va te permettre de faire toutes les opérations que normalement PhoneGap permet de faire en termes de bridge, du code JavaScript au code natif, en fait Sencha permet de faire quelques-unes. L'accéléromètre, le son, je crois, les notifications et la géolocalisation. C'est les 4 trucs qui sont déjà prêts. Il y en a plus qui vont venir, donc ils veulent repliquer un petit peu le modèle de PhoneGap là-dessus. Les senseurs, les senseurs de position, ça marche? Ouais. Ah ouais. Et pour le coup, ce que cette version-là de Sencha apporte, mais qu'il y a dans PhoneGap, dans PhoneGap, on peut rajouter des plugins spécifiques. Oui, non, ça, il n'y a pas, par exemple. Voilà, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus le fait, avec ceci, tu es limité à Android et à iOS pour le moment. Il n'y a même pas pour Black. Exactement. Que pour iOS et Android. Donc, si ton objectif, c'est d'aller plus loin, déjà, tu ne vas pas utiliser Sencha pour commencer. Donc, quelque part, ça a un certain sens, dans le sens où PhoneGap supporte bien plus de plateformes que Sencha ne supporte. Voilà. PhoneGap, tu peux créer des applications pour Symbian, pour Windows Mobile, pour BlackBerry, pour iOS et je ne sais pas quoi encore, pour Bada, je crois. Et pour Bada et je ne sais pas qui encore. Et Sencha ne marche pas sur Bada. Sencha, donc, suivant ce que tu veux faire, en fait, tu as meilleur temps d'aller sur PhoneGap et ne pas utiliser Sencha. Tu vas utiliser jQuery Mobile probablement. Mais si ton target, c'est juste iOS et Android, chose qui, pour le moment, c'est le corps de tout le framework de Sencha, c'est de targeter ces deux plateformes, en fait, tu peux bypasser PhoneGap et utiliser directement le wrapper de Sencha. C'est ça le principe. Et ça a un certain sens. Voilà.
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a d'autres questions, ou si j'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, j'en ai une. Il n'aurait pas le bon goût d'utiliser CommonJS ou un système de modules compatibles? Module compatible, qu'est-ce que tu veux dire? Pour l'importation de... Ah oui, donc, oui, alors oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a ce que les gars, ils appellent le loader. Donc, je vais aller... ext.loader, donc qui est juste là. Donc, en fait, il utilise un modèle qui est grosso modo du CommonJS, c'est-à-dire qui permet du require.js, donc qui permet de loader live des modules du moment qu'ils sont requis. Ok? Mais la syntaxe est spécifique à Sencha. Alors oui, tu fais du ext.require, ouais, exactement. Alors le modèle en interne, je ne sais pas exactement s'ils utilisent exactement les mêmes principes, mais c'est un petit peu la même idée. Oui. Du coup, lorsque vous faites une application MVC, je vais juste vous montrer une application MVC que j'utilise pour lorsque je donne des cours par rapport à tout ceci. Donc ici dans le code pour Sencha. Ah non, mauvais exemple. Désolé. Teaching Editor. Projects. Voilà, Sencha To Do. Donc ici, par exemple, j'ai une application que je fais travailler avec mes élèves. C'est une application Sencha Touch qui est complètement MVC. C'est-à-dire que voici le app.js, le fichier de base qui contient l'appel à ext.application. En fait, si vous regardez ici, j'utilise le loader. Justement, le loader de Sencha me permet de charger live de façon dynamique les classes dont j'ai besoin pendant que l'application est en train de se charger en mémoire. Et l'application, elle va définir quels sont les modèles, les contrôleurs, les stores, les views. Et ensuite, dans mon launch, en fait, je vais créer des instances de classes que j'ai créées manuellement pour mon application. Donc, c'est une to-do list, cette application. Et elle contient un contrôleur, un modèle, un store et 2 views. Donc, voici un modèle, à quoi il ressemble. Ça, c'est le modèle que je suis en train d'utiliser dans cette application. C'est une tâche. Alors, une tâche, c'est quoi? C'est quelque chose qui a un ID qui est un chiffre, un champ completed qui est un booléen, une date pour compléter la tâche, un titre et une description. Tu vois? C'est vraiment très descriptif en termes de code. Ensuite, mon store, lui, il fonctionne dans le local storage. Donc, en fait, je garde mes tâches directement sur le local storage. Comme ça, je peux faire une application qui est complètement offline en termes de HTML5. Et ensuite, j'ai 2 views. Donc, tout simple, une liste qui montre toutes les tâches et un formulaire qui me permet d'éditer des tâches, de changer le titre, de marquer si elle est faite ou pas, ce genre de trucs. Voilà. Ça, c'est l'architecture. Et puis, en fait, toute la logique se trouve à l'intérieur de ce contrôleur, qui est une classe qui descend de ext.app.controller, qui, elle, va tout d'abord offrir quelques références, quelques pointeurs à des widgets dans l'application. Ensuite, je vais définir pour certains de ces contrôles certains événements. Donc, en fait, je suis en train de centraliser tous les listeners, le listeners que j'ai écrit à la mano dans notre application de tout à l'heure. En fait, je le centralise dans le contrôleur et je vais ajouter des méthodes. Donc, en fait, ici, par exemple, j'ai des méthodes qui sont nommées en tant que string, mais les méthodes elles-mêmes se trouvent ici comme des fonctions. C'est tout simplement des petites fonctions qui se trouvent ici en bas. Donc, par exemple, lorsque je veux créer une nouvelle tâche, je fais une création d'une nouvelle tâche qui est la classe de mon modèle. Je mets quelques champs par défaut. Ensuite, je donne cette tâche au formulaire et je montre le formulaire. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, je mets quelques champs disponibles ou pas en fonction de l'état de l'application. Mais voilà, tout ça pour vous dire que de cette façon-là, vous avez du code dans lequel vous séparez clairement les intentions, vous mettez toutes les interactions de votre application sur un contrôleur, vous définissez les views, vous définissez les stores dans lesquels vous allez garder vos données, et vous définissez ensuite les interactions dans le contrôleur entre ces views. Okay? Et ça vous permet finalement de créer votre application d'une façon structurée. Voilà.
si vous regardez le HTML de cette application-là, dans cet HTML de cette application-là, en fait, c'est exactement le même qu'on a vu tout à l'heure. J'ai juste le include du script de base où j'ai défini mon app.js, mon application, mon ext.application, où il y a la fonction launch. Le reste est tout chargé dynamiquement par le loader, c'est-à-dire que le fichier, lorsque je dis à mon application, ici, qu'il y a un contrôleur qui s'appelle task controller, en fait, il va aller le chercher dans app controller task controller. Et il va chercher une classe qui a exactement ces caractéristiques-là à cette position précise. OK? Et il va faire ce loading de façon dynamique. C'est une requête HTTP à chaque fois? Lorsque tu travailles dans ce mode-là, oui, c'est une requête HTTP en local. Voilà. Donc ça aussi, il faut savoir. Ça ne marche pas forcément dans tous les navigateurs. Il peut y avoir des... Parce que si vous travaillez en file //, en fait, certains navigateurs vont dire problème de sécurité, vous ne pouvez pas faire de l'Ajax comme ça en file. Donc, il convient de travailler sur un serveur web en local, sur un localhost ou comme ça. Donc, ça, c'est peut-être le premier problème. Le deuxième problème étant que ça, c'est pendant le développement. Tu ne vas pas mettre ça en prod. C'est aussi simple que ça. Donc, le préférable, c'est de compacter le tout, de faire le fichier le plus minimaliste possible. En plus, il va s'exécuter plus vite parce que le JavaScript minifié, en général, il s'exécute un peu plus vite aussi. Il est parsé plus vite en tout cas. Donc, voilà, tu as tout à y gagner à ce niveau-là. Donc, mais ça, c'est pour le développement. Donc, voilà. La minification est de quelle qualité? La minification est de quelle qualité? Le de Google, Non, et en fait, c'est la minification au sens de Crockford, c'est-à-dire c'est la minification sans changement de nom de variable. C'est juste, on enlève du white space, mais on préserve les sauts de ligne. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de points-virgules ici et là. Du coup, Crockford, lui, il a une approche minimaliste de la minification. Donc, puis en fait, il ne change pas. Le code, il est parfaitement lisible. Tu peux refaire, tu le mets dans TextMate, tu fais la séquence de touches correspondante, puis il te le formate, si tu veux. Donc à ce niveau-là, tu pourrais le lire. il y a un moyen d'encrypter la chose ou non? Bah, tu peux toujours utiliser un minifier de ailleurs. Ouais, Google ou compagnie, ouais, t'as ça. Voilà. Si on compare aux autres frameworks, des gens Dojo, si vous aviez à faire une application commerciale pour faire des sous, vous utiliseriez quelle solution? Ça ou... Alors, ça dépend. En fait, c'est pas une question de faire dessous ou pas. En fait, ça dépend de quelle plateforme tu veux taper. Voilà. Parce qu'avec Sencha, la question, elle est très simple. C'est-à-dire que Sencha ne marche que sur du WebKit. Du moment que tes objectifs de business, c'est de mettre l'application dispo sur, je sais pas, Symbian ou ailleurs, en fait, tu peux dire non à Sencha, mais c'est simple et direct. Tu dis non. Et à ce moment-là, tu pars sur une solution. Personnellement, je préfère jQuery Mobile. Donc, j'enseigne les deux, puis je travaille avec les deux. Je trouve qu'elles se complémentent bien, dans le sens où tu poses la question à ton client, tu dis, où est-ce que vous voulez mettre votre application? Ah, seulement App Store et Android Market. Vous êtes sûr? Ah ouais, voilà, c'est bon. À ce moment-là, tu peux partir sur Sencha, t'es tranquille. Hein? Voilà, Tonki, ouais, il faut qu'il signe cela, il faut que ce soit, parce que pas qu'il vienne l'année suivante. Ah, mais en fait, on voulait bien être sur le Bada Market. Non, foutu. Donc ça, c'est clair que faut. Mais bon, ça fait partie du travail de définition de l'application de ce que tu veux faire, quoi. Et du coup, en jQuery Mobile, est-ce que en comparant jQuery Mobile et Sencha Fetch, c'est comparable? Alors, c'est absolument non comparable, dans le sens où jQuery Mobile, en fait, utilise beaucoup plus HTML. Donc, en fait, jQuery Mobile, c'est un framework qui utilise du graceful degradation. C'est-à-dire que si jamais tu fais tourner une application jQuery Mobile sur un browser qui ne comprend pas JavaScript ou qui ne comprend pas vraiment du CSS, en fait, tu verras, au lieu d'une liste vraiment super jolie, etc., tu verras les points comme une vieille liste sur Netscape Navigator 4. Tu vois, c'est à ce niveau-là de compatibilité. Pourquoi? Parce que ça reste du HTML
4.01, tout ce qu'il y a de plus standard. Par-dessus, tu mets quelques attributs, data role, data this, data that, il y a plusieurs attributs que tu peux ajouter dans ton jQuery Mobile. Et du coup, quand tu mets le CSS jQuery Mobile et le JavaScript jQuery Mobile, tu as une application qui a une certaine gueule touchscreen. Voilà. Puis ensuite, tu peux la skinner, tu peux changer les couleurs, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et en termes de réactivité et de fluidité, Alors, typiquement, si on devait faire une même application et qu'on la développe une fois en Sencha Touch et l'autre en jQuery Mobile, à tester les deux, alors ça donne, c'est marrant. Ça dépend du device que tu utilises. Parce qu'en fait, moi à la maison, j'ai un iPhone 3G, tout vieux, il y a 4 ans pour tester. qu'elle s'en sort mieux. Et c'est utilisable, on va dire. C'est pas waouh, mais c'est utilisable. Avec un 3GS, ça devient, par exemple, de scroller une liste, ce genre de truc, ça devient vraiment très bien. Avec un iPhone 4, tu vois même plus la différence avec une application native. C'est aussi simple que ça, au niveau performance. Pour Sencha 2, alors. Pour Sencha 2. Sencha 2. Voilà. Et jQuery Mobile aussi, c'est aussi. Alors, jQuery Mobile, c'est encore plus fluide, dans le sens où, ouais, parce que c'est beaucoup plus léger. jQuery Mobile est terriblement plus léger. Sencha Touch est un framework qui fait de sa version minifiée complète, le Sencha All. Allez, on va regarder. Je pense que j'ai fermé le... Ah non, je l'ai ici. Sencha, alors qu'est-ce que ça fait? C'est Sencha Touch All.js, 580 kilobytes. C'est quand même 580 kilobytes de JavaScript que vous chargez en mémoire, au moins, en tout cas dans ce cas précis parce qu'on charge tout, juste pour votre application. Et ensuite, il y a le code de votre application qui vient par-dessus. Donc, moi, j'ai déjà eu des memory warnings sur des applications PhoneGap en utilisant Sencha Touch. Donc, ça peut arriver. Hein. Et à ce moment-là, bonjour, hein, parce qu'il faut commencer à se débarrasser des views, puis espérer que le garbage collector de JavaScript va faire son boulot, etc. Donc, jQuery Mobile est beaucoup plus lean, beaucoup plus léger à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il utilise énormément du HTML et du CSS. Et en fait, le JavaScript est minimaliste, en quelque sorte. Il va juste ajouter quelque chose à gauche et à droite, mais grosso modo, ça se passe énormément en HTML et CSS. Maintenant, Sencha Touch 2, et c'est bien que tu le mentionnes, Sencha Touch 2 a été réécrit, donc ce n'est pas le même moteur de rendering que Sencha Touch 1. Donc faites attention parce que si vous trouvez des exemples de code de Sencha Touch 1, ils ne sont pas compatibles en général avec Sencha Touch 2, parce qu'il y a pas mal de syntaxe qui a changé. Et en fait, ce qu'ils ont changé, la plus grosse réécriture qu'il y a eu entre Sencha Touch 1 et 2, c'est le moteur de rendering. Et en fait, maintenant, ils utilisent du CSS, 100% CSS. Il n'y a plus de manipulation du DOM, au-delà du fait de devoir créer les objets. Le layout et tout, c'est fait directement en CSS. Ce qui veut dire que dans certains devices Android et dans la plupart des devices iOS, tout cela se passe directement dans la CPU. Pourquoi? Parce que Safari va envoyer tout ça directement dans la CPU. Et le rendering est 3 à 4 fois plus rapide entre Sencha Touch 1 à Sencha Touch 2. Il y a des facteurs de 3 à 4. C'est assez énorme. Et je n'ai pas fait de benchmark. Je ne pourrais pas te dire exactement. Mais Sencha Touch, ça reste quand même... Ça, c'est le Sencha Touch 2. Ça, c'est toujours Sencha Touch 2. Hein. Et ça fait quand même 581 kilobytes de JavaScript à charger. Hein. C'est de la mémoire. Et ça, c'est la version compressée. Ça, c'est à quoi ça ressemble en interne, c'est ça, quoi. Voilà, c'est la version minifiée en une ligne, quoi. Voilà. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est la version minifiée. Donc, voici la minification que tu as. Voilà. Donc, voilà, faut aussi se dire cela. Hein. jQuery Mobile est beaucoup plus léger. Peu importe comme vous le regardiez. Par contre, le look and feel, il est un peu moins natif. Et ça, mes clients, ils te font la remarque. Ils disent, ah, mais ça n'a pas la gueule d'une application native. Ils veulent du look and feel natif. Et Sencha Touch, en fait, ils ont tout fait pour que finalement tu retrouves le look and feel natif un peu iOS, mais tu peux le skinner. Donc il y a des CSS qui changent passablement de paramètres et qui font que l'application ressemble un peu plus à Android ou à BlackBerry ou à d'autres plateformes. Et en fait, ces CSS, tu peux créer ton propre CSS et skinner l'application de la façon que tu veux, en fait. OK? Donc ça, c'est l'histoire. De nouveau, les paramètres que j'utilise pour décider
entre SenseAttach et jQuery Mobile, c'est grosso modo, c'est la plateforme dans laquelle les gens veulent mettre leur application. Si les gens veulent une app qui va juste sur Android Market iOS, ce qui est le 99% des cas en ce qui me concerne, bah à ce moment-là, SenseAttach c'est une option qu'on considère sérieusement. Ça ne veut pas dire qu'on va partir dessus parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais tu t'arrêtes un moment et tu te poses la question. jQuery Mobile, par contre, c'est génial dans le sens où tu as des sociétés qui veulent dépenser une fois pour faire une application mobile, qui veulent mettre aussi sur leur site web avec un manifeste HTML5 pour qu'elle puisse être utilisée depuis Safari, comme ça, et qui veulent en plus la compatibilité avec Symbian, Bada, machin, Migo, je ne sais pas combien encore de plateformes. Donc voilà, ça c'est un peu le principe. Dis-moi. Peut-être pour le critère de choix entre les deux, productivité et learning curve, est-ce qu'on voit que SenseAttach, il y a vachement des stores et machin, Ouais. beaucoup de choses déjà Oui. pour le codeur. Oui. Est-ce qu'en jQuery, c'est pareil? jQuery, vous êtes lâché à... Tu as juste quelques widgets en fait. Tu as pas mal de widgets qui sont disponibles en plugin pour jQuery Mobile. Par exemple, le Date Picker. Je voulais vous montrer le Date Picker, mais j'ai complètement loupé cette coche là. Puis en fait, le Date Picker, en fait, dans SenseAttach, c'est un petit composant avec des roulettes où tu peux choisir la date, comme dans iOS. Dans jQuery Mobile, en fait, il y a des plugins, puis c'est à toi de chercher le plugin qui correspond, puis il faut voir sur Stack Overflow lequel fonctionne mieux. Et puis voilà, c'est un petit peu le bazar. Web classique avec jQuery Mobile, exactement, jQuery Mobile, en fait, il prend les éléments de base de HTML. Si HTML ne me fournit pas tel composant, bah, il n'y aura pas dans jQuery Mobile. Tu vois. La philosophie est complètement différente à ce niveau-là. L'avantage étant qu'à la fin de la journée, tu as un truc qui est compatible sur à peu près tout ce que tu puisses imaginer. Parce qu'il y a des... Tu vas dans le site web de jQuery Mobile, tu vois la liste des plateformes supportées, mais tu en as certaines, tu n'en as jamais entendu parler. Tu te dis, mais... Ah, mais c'est super populaire au Japon. Tu te dis, bon, voilà quoi. Mais c'est ça, hein, ils vivent dans une autre planète. En Corée, voilà, ils utilisent... Surtout des plateformes listées supportées, parce qu'il y a des plateformes supportées. Avec A, avec B, avec... Ça marche. exact. Typiquement, je sais que SenseAttach, il supporte BlackBerry 6, Oui, mais c'est pas trop utilisable. c'est pas utilisable. Ça marche, mais c'est pas Exactement. utilisable. Il Je suis faut tout à fait avoir d'accord. une version 7 pour Exactement. avoir quelque chose de plus fluide. Absolument. Alors, est-ce que c'est pas un peu pareil avec jQuery Mobile? Ah, alors de nouveau, eux ils disent A-grade support dans jQuery Mobile. Tu as le A-grade, c'est toutes les features, B-grade, c'est quelques-unes, puis C, c'est peut-être ça marche, mais on ne le garantit pas. Donc, de nouveau, quels sont les critères qu'ils utilisent pour faire ces listes? Voilà, c'est aussi ça, quoi. Donc, SenseAttach, en fait, ils ont parti sur le principe de se dire non, on va faire au moins 2 plateformes bien, Android et iOS. Le reste, si ça marche, bah, tant mieux, mais en fait, ils se sont dit, c'est là-bas que le marché se dirige, c'est vraiment ces 2 plateformes qui vont vraiment diriger le reste, mais ils travaillent sur Windows Mobile. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'avec le browser de Mango, en fait, ils arrivent à faire quasiment tout. Donc, il n'y a pas encore de support officiel, mais apparemment, c'est la 2.1, serait celle qui vient avec du support de Mango, c'est des rumeurs, il n'y a rien. Vous avez des infos officielles? Non, mais c'est que j'ai été à la SenseCon en octobre à Austin et on a posé la question parce qu'il y avait des gars qui posaient la question et puis qu'est-ce qu'on fait avec Windows Phone 7 parce que c'est en train de grandir assez, il y a une certaine croissance de Windows Phone 7 aux États-Unis. Du coup, voilà, les gens posent la question, de dire qu'est-ce qu'on fait avec Windows Phone 7? Et puis en fait, ils sont en train de travailler dessus, mais il n'y a rien d'annoncé. Apparemment, ça marche relativement bien, dans le sens où c'est un bon browser qu'ils ont finalement mis quelque chose de très potable. Donc voilà, c'est croiser les doigts et puis attendre. Ce serait super sympa qu'ils fassent le support de Windows Phone 7. Je pense que c'est super intéressant. Donc voilà quoi. Donc oui, encore. Sur l'extension de fonctionnalités qu'il n'y a pas dans SenSha. Je pense par Oui. exemple au drag, enfin, même dans SenSha 2, il n'y a pas le drag and drop complet. Il y a le drag et il n'y a pas le drop. Est-ce que tu as déjà eu besoin de justement compléter des fonctionnalités ou, Alors, sincèrement, non, j'ai pas eu besoin de compléter ou de sortir de ce que le framework offre jusqu'à maintenant. Par contre, ce que oui j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal de développeurs indépendants qui mettent du code dans GitHub, Bitbucket et compagnie avec des classes prêtes à l'emploi. C'est genre tu downloads un JS, un CSS, puis tu as des widgets supplémentaires qui font ceci ou cela. Voilà. Ça j'ai vu, il y a passablement, il y en a certains en Scandinavie particulièrement. J'en ai vu qui font un travail absolument énorme à ce niveau-là. Mais je n'en ai pas eu besoin, jusqu'à maintenant en tout cas. Avec les widgets de base, ça se passe relativement bien. Donc tu peux aller très très loin à ce niveau-là. Ça ressemble, tu as un match presque 1 à 1 avec ce que offre iOS par exemple, ou Android.
Donc voilà. Ça, c'est expérience personnelle. Donc voilà quoi. Je sais pas si... Une question aussi. Oui. Imaginons qu'on ait une application Oui. et qu'on veut la décliner en une version desktop, PC, Oui. pour tourner dans un navigateur classique, Firefox ou autre, et une autre qui serait une web app Oui. mobile. Oui. Donc est-ce qu'on peut se dire que depuis la version 2 de Sencha, qui reprend tout le corps d'XTJS, on peut faire vraiment un socle commun et après rediriger pour XTJS pour la version PC en utilisant les profiles qu'il y a dans Sencha? Non. Sincèrement, oui, je comprends tout à fait. En fait, ce que tu peux faire, c'est des applications universelles avec Sencha. Donc, tu peux déterminer, par exemple, certains éléments de UI qui ne seront montrés que dans le cas de l'iPhone ou dans le cas d'une tablette. Ils disent tablette, mais en fait, il n'y a que l'iPad qui est supporté pour le moment. Mais en fait, tu peux créer une application universelle comme ça. Okay. Par contre, si tu veux avoir deux applications comme ça, la bonne nouvelle est que XJS 4 et Sencha Touch 2 partagent, grosso modo, c'est la même syntaxe et c'est 100% compatible à niveau store, modèle et pas les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est légèrement différent, c'est pas tout à fait compatible. Mais voilà, tu peux réutiliser quand même passablement de code à ce niveau-là. Et ensuite, à niveau views, évidemment pas. Parce qu'un bouton, dans le cas de XJS 4, en fait, il va réagir à l'événement click, alors qu'en fait, ici, tu devrais normalement réagir à tap, au item tap. Et ce n'est pas le même event. À niveau du browser, ce n'est pas le même. Par exemple, quand tu fais un click, en fait, il y aura un delay de quelques secondes, alors qu'en fait, le tap sur un touchscreen, il est exécuté tout de suite. Il y a ces petites différences entre click et tap qui sont très légères, donc il faut faire attention. Oui, ça tu peux. Oui, tout à fait. Bah, c'est comme quand tu fais une application universelle en iOS, il y a passablement de modèles, de core data et de contrôleurs que parfois tu peux réutiliser, mais il y a un grand ensemble de UI que tu dois refaire à zéro parce que ce n'est pas la même interface graphique, tout simplement. Et puis à ce moment-là, dans Ext et Sencha, c'est un peu la même histoire. Tu peux réutiliser les modèles, tu peux réutiliser les stores, mais peut-être tu ne pourras pas réutiliser tous les... D'autant plus qu'il y a un truc, c'est que Ext et Sencha utilisent les mêmes noms de classes, et ça, c'est quelque chose à débattre si c'est une bonne idée ou pas. Mais Ext.button te génère un bouton qui a un look and feel desktop dans XJS, mais la même syntaxe te va générer un bouton rond comme ça, typiquement de touchscreen sur Sencha Touch. Et comme ça, il y a passablement de composants qui ont exactement le même nom de classe. Juste la librairie qui est après qui... Exactement, le rendering est complètement différent. Complètement différent. Alors, voilà. Si le comportement correspond. Exactement. Je pense que jusqu'à un certain point, peut-être tu pourrais abuser cela. Mais moi, je serais de l'opinion de séparer les deux. Si tu travailles dans une grande équipe, tu peux avoir des gens qui travaillent sur la UI pour Sencha Touch, la UI de Ext, et puis il y en a qui travaillent back-end, même si on est toujours sur le browser, et qui vont travailler sur les modèles, les stores, et peut-être les API du côté du serveur. Du coup, ils vont avoir la possibilité de travailler de telle façon à synchroniser le développement du côté de l'interface de l'API et de ton store. Et puis en fait, ils offrent une interface de modèle aux deux équipes qui travaillent XJS et puis Sencha Touch. Puis comme ça, tu pourrais organiser plus ou moins ton équipe. C'est très rough ce que je dis, c'est très à l'arrache, mais c'est juste une idée. Moi, je serais de l'idée de séparer et puis que voilà, tu fasses un truc vraiment desktop et un truc vraiment touchscreen. Et puis tu sépares un peu les eaux comme ça. Oui. Alors, si ça marche, tant mieux. Mais eux, officiellement, apparemment, ils s'en foutent. Parce que si tu regardes dans le code, les seules références, lorsqu'ils parlent de tablette, en fait, ils parlent de l'iPad. Donc, peut-être que ça marche, mais sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. La version il met quand même bien en avant qu'une grosse partie de l'optimisation pour Android sur Sencha 2. Oui. Oui. Par rapport à Sencha. Par rapport à Sencha, oui, exactement, c'est ça quoi. Mais voilà, de nouveau, c'est à tester, comme toujours. Ma foi, je ne sais pas si vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé. Oui, une petite question, allez, la dernière. Ouais. À propos de
version CPU. Question deux parties. La première, est-ce que les threads sont supportés, web workers? Alors, si ton browser supporte de web workers, normalement, SenchaTouch. Mais tu dois les créer toi-même. Non, il n'y a pas de support. Non, il n'y a pas de support dans le framework pour ça. Non. Il n'y a pas un x.thread ou un truc comme ça. Il n'y a pas. Et la deuxième question, c'est par rapport à la batterie. Oui. jQuery est particulièrement optimisé à ce niveau-là. L'utilisation CPU et de la batterie est minimale. Qu'est-ce qu'il en est avec Sencha? Parce que sur la version 1, ça suçait à mort. Apparemment, ils ont travaillé justement dans le moteur de rendering, donc j'espère. J'ai jamais fait de benchmark à ce niveau-là, donc je ne peux pas te dire de façon concrète. Pas d'informations sur le web justement. Non, exactement. Tout ce que j'avais pu constater, c'est sur les quelques essais de version 1 que j'ai pu faire, c'est la batterie qui s'écrasait à toute vitesse. Ouais, ça, oui, en effet. Mais je pense que ça doit aller nettement mieux là. Ouais, je pense. Ton expérience, c'est que ça marche plutôt pas mal. Sincèrement, j'ai pas eu des gros problèmes non plus avec les batteries. Disons, pour le moment, j'ai fait juste des applications qui montrent des données. C'est des trucs, des usages spot. Genre, une fois qu'on a vu l'information, on ferme. C'est pas des jeux ou des trucs comme ça où tu passes un gros moment dessus, si tu veux. Voilà, exactement. Donc, à ce niveau-là, je suis très mal placé pour te dire. Mais si j'en crois au papier de marketing et à ce qu'ils disent, en fait, voilà, étant donné qu'une grande partie de ce processing de dessin se passe maintenant sur la GPU, je veux croire comme quoi il y a une certaine optimisation qui est faite grâce au browser qui va lui faire ceci. Maintenant, quel est l'impact final sur la batterie en termes de test? Désolé. Je ne peux pas donner ces réponses. Oui, vas-y. En termes de référence sur toutes les applis que j'ai eu la chance de travailler, t'en aurais une qu'on pourrait aller voir sur l'Apple Store ou qui est dispo en ligne Des applications écrites avec SenchaTouch? Pour l'église, machin truc, non? Bah oui, moi j'ai l'église, mais il y a un peu plus intéressant aussi. Donc je vais juste te montrer. Allez. Non, parce qu'il y en a quelques-unes écrites avec SenchaTouch. Voilà. Donc ça. Donc, boum, Web Apps. Donc en fait, il y a une qui était sortie pendant la Coupe du Monde 2011 de rugby, qui est crowd favorite. Donc en fait, tu peux cheer pour ton équipe favorite. Évidemment, moi je sélectionne l'Argentine et puis je mets plein de cheers dessus. Puis en fait, je crois qu'il y a le son. Il n'y a pas le son. Bon, c'est pas. Ah non, mais c'est parce que j'ai 0 sur 20. Voilà pourquoi. Ah, j'ai utilisé tous mes cheers pour aujourd'hui, je crois. Je vais réessayer, mais je pense que j'ai. Ouais. Moi, tous les jours, je me connecte puis je fais cheer. Puis en fait, le championnat du monde est déjà fini, en fait. Donc, tu vois, je suis à 0 là. Voilà, c'est foutu. Donc, voilà, c'est. C'est toi qui l'as fait? Non, que dalle. Je l'ai trouvé parce que je cherchais pour avoir des informations de la Coupe du Monde et puis j'ai trouvé ça. Ça, c'est du SenchaTouch. Il y a une qui est relativement populaire. C'est toi qui me l'as montré au départ. C'est chefcore.de. Et ça, c'est du SenchaTouch aussi. Complètement stylé et puis relativement joli. Avec les petits effets de son, si vous entendez là. C'est chefcore.ch ou un truc comme ça. Ou core.de, non? Ouais, un truc comme ça. Voilà. Chefcore. Il est très joli. C'est un bel exemple de ce qu'on peut faire avec SenchaTouch, je trouve. Et puis la Einkaufsliste, je ne sais pas ce que tu peux acheter, mais tu peux acheter des trucs. Mais allez, on va neue liste. Ah non, c'est que en fait c'est juste la liste des achats pour faire une recette, je pense. Enfin, je sais pas. Allez, on va mettre un nom quelconque. Là, je fais ma liste. Je sélectionne ma liste. Einzutat. Ah, je dois entrer manuellement. Alors du Salz, je sais pas. C'est le seul ingrédient que je connais en allemand. Kartoffeln. Ah, merci, Kartoffeln. C'est toujours eigene Zutaten hinzufügen. Kartoffeln. Allez, Kartoffeln. Ok?
Puis tu peux créer ta liste comme ça. Puis en fait, une fois que tu as acheté, je pense que tu marques comme... Ah voilà, ça te marque comme que tu l'as acheté. Donc si on la ressort et qu'on l'ouvre, celle-là, on peut avoir le source code, si je comprends bien. Ah oui, absolument. Ah ouais. Bah ouais, parce que finalement, ces applications-là, le code de l'application, c'est du JavaScript. Donc en fait, tu prends le IPA, tu changes l'extension en .zip, tu double-cliques. Tiens, on va jouer à ça. Allez, on va faire du crack. Parce que finalement... Ouais, non, mais c'est bon, je viens de brancher. Ah, mais moi, je ne synchronise pas sur ce... Ah, désolé, moi, je ne synchronise pas mon iPhone là-dessus, donc je n'ai pas les applications. Mais bon, c'est pas grave. Ah. Mais vous prenez dans iTunes, vous faites clic droit sur une application comme celle-ci, ça vous la montrez sur iTunes et sur le Finder, vous changez le IPA à .zip et puis vous dézippez. Et à l'intérieur, vous allez trouver tout le code JavaScript et tout, vous pouvez tout regarder. Donc en fait, quoi d'autre? Là, oui, l'application de la SenchaCon, justement. Mais c'est une application online, donc en fait, c'est une application web. Mais elle est toujours online. Donc voilà, ça c'était l'application qu'ils nous ont proposé. Donc c'est censé être du 2 tout ça. Hein? C'est censé être du 2 tout ça. C'est du 2. C'est du 2. Parce qu'en fait, c'est du 2 bêta. C'est du 2 bêta. Oui, c'est du 2 bêta en fait. C'est parce que ça c'était en octobre, il n'y avait pas encore la version définitive. Donc ça c'est le... Mais tu vois, le scrolling est encore pas mal, quoi. Oui, il y a des progrès très nets, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, là, il n'y a pas d'image, mais dans les listes avec images, on sent la différence. Là tu vois les sponsors. Alors ça c'est l'application de la SenchaCon, donc ici en bas, à gauche. Donc en fait elle était disponible pour ceux qui avaient été à la... Il y avait une URL, c'est une web app en fait. Donc en fait c'est ajouter add to home screen, puis boum, tu as l'application. Du coup elle est online, donc quand tu la lances, ben, en fait elle va charger du serveur de Sencha toutes les données, puis là tu vois, tu peux marquer les trucs que tu peux voir, puis ensuite ça te filtre les trucs que tu peux les voir comme ça, voilà. J'ai encore une question à propos de Sencha. Est-ce que tu as accès aux API d'achat in-app? Et non, pour cela, non, il faut passer par PhoneGap, je pense. Mais de nouveau. Et ça, c'est la première app que j'ai fait avec SenchaTouch, c'est le calendrier de l'église évangélique du canton de Vaud. Voilà, si vous êtes dans ce genre de truc. Et puis là, c'est du SenchaTouch 1. Donc en fait, le scrolling, ça rame un petit peu plus. Mais ça, c'est du 1.0. Donc, migration non prévue encore. Donc, pour le moment, ça va rester comme ça. Ils sont très contents avec. Donc en fait, il y a le search. Tu peux chercher par catégorie et tout. C'est assez sympathique, donc il va charger les catégories tout d'abord. Puis ensuite, tu peux demander tous les événements pour les aînés. Et puis ensuite, tout le monde va à l'App Store, hein, comme ça. Puis ensuite, tu peux demander par région. Tu peux voir la suggestion de Bertrand de grouper les... C'est toi qui as suggéré d'utiliser le grouping des trucs. Ça a très bien marché. Voilà. Et ça, c'est du Google Maps standard, en fait. Petit truc d'utilisation, voilà, quand tu cliques sur recherche, il te reprend l'écran précédent. Si tu recliques encore une fois, il ne revient pas sur la page principale comme beaucoup d'applications. Comme dans iOS. Voilà. Ouais, Est-ce non. qu'il y a moyen de mettre ça en place facilement? Il y a un callback ou quelque chose? Alors oui, tu peux choper l'événement comme quoi tu as touché sur un élément de la tab bar. Puis en fait, ce que tu fais à ce moment-là, c'est de switcher l'écran pour revenir à la liste. Voilà. Parce que bon, forcément, pourrais faire ça. le machin, en étant dans le tableau, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux. Ouais. Mais par exemple, il y a un truc que SenchaTouch ne fait pas automatiquement, c'est lorsque vous sélectionnez, par exemple, vous sélectionnez quelque chose, alors je relance l'application, lorsque tu sélectionnes quelque chose sur la liste, l'élément reste sélectionné. Dans iOS, l'implémentation de base veut que lorsque tu reviens sur la liste, l'élément disparaît de surbrillance. Donc ici, par exemple, je sélectionne. L'élément, il n'apparaît pas en surbrillance, malheureusement. C'est un peu trop rapide. Mais en fait, manuellement, je désélectionne l'objet pour pas qu'il reste en bleu. Autrement, l'élément il reste en bleu
comme quoi il a été sélectionné précédemment. Donc en fait, tu dois faire un petit set timeout manuellement en JavaScript pour dire à cet élément-là, tu te désélectionnes d'ici 30 millisecondes, s'il te plaît. Et puis voilà, bon. Donc, il y a une propriété sur la liste qui permet de dire auto-déselect. Alors, si ça existe, je suis prenant parce que sincèrement, je n'ai jamais trouvé cette propriété. C'est aussi simple que ça. Hein. J'ai dû toujours le faire à la main. Mais peut-être que ça a été ajouté, hein, attention. Mais so far, la seule façon que j'ai trouvé de le faire, c'est de faire un timeout et puis de désélectionner l'élément manuellement. Donc voilà tout. Vous savez tout maintenant. Vous pouvez maintenant écrire des applications sur cette page. Merci.